Quand on débute en aquarelle, généralement, la première chose qu'on apprend, c'est à faire des lavis, parce que tant qu'on ne maîtrise pas ça, c'est compliqué de faire quoi que ce soit d'autre. Beaucoup de choses vont se bâtir là-dessus, et il y a 3 types de lavis à maîtriser. Le lavis uniforme, où le but c'est d'obtenir un aplat de couleur qui soit le plus uniforme possible. Le lavis dégradé, où on dégrade progressivement une couleur. Et le lavis panaché, où on crée des dégradés entre différentes couleurs. Ça peut paraître simple, un lavis uniforme. Pourtant, quand on essaye la première fois, on se rend vite compte que ça ne l'est pas, et parmi les appels au secours qui m'arrivent de la part des élèves de ma formation aquarelle débutant, celui qui revient le plus souvent c'est « j'ai beau faire, mes lavis sont striés, comment éviter ça ?» Et oui, parce qu'au lieu de finir avec quelque chose comme ça, ils finissent plutôt avec ce genre de choses. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des lavis et lister les erreurs à éviter pour venir à bout des stries. Et je vais me concentrer sur les lavis mouillés sur sec, c'est-à-dire que je vais appliquer de la peinture mouillée sur du papier sec. Il est bien sûr possible aussi de faire des lavis mouillés sur mouillé, c'est-à-dire en appliquant de la peinture sur du papier qu'on a mouillé au préalable, mais c'est une technique complètement différente et qui n'est pas forcément plus simple, contrairement à ce qu'on pourrait penser. La base de la base, c'est le lavis mouillé sur sec et c'est sur ça que je vais me concentrer dans cette vidéo. Alors, la technique pour faire un lavis mouillé sur sec, c'est de commencer par poser une bande de couleur en haut. Et cette première bande, il faut bien l'alimenter en liquide pour qu'un bourrelet de peinture se forme dans le bas. En anglais, c'est ce qu'on appelle the bead. En français, on peut aussi dire la goutte, ce qui est un petit peu plus sexy que bourrelet. Cette goutte, elle est primordiale, c'est notre ligne de survie, notre bouée de sauvetage. Si elle disparaît, ça veut dire que le lavis commence à sécher et là, on va droit à la cata. Donc cette goutte, il faut bien l'alimenter, plusieurs fois s'il faut, en tapotant au-dessus avec la pointe du pinceau et en allant recharger son pinceau en liquide sur la palette si besoin, surtout si le papier est un petit peu buvard. Et pour qu'une goutte se forme en bas de la bande comme ça, il faut travailler sur un plan légèrement incliné. Moi, je mets simplement un gros dictionnaire sous mon support pour l'incliner. C'est important parce que la gravité va nous aider à faire descendre cette goutte. On va ajouter des bandes de peinture les unes sous les autres de manière régulière et à chaque nouvelle bande, on va venir toucher la goutte de la bande d'au-dessus avec notre pinceau, voire même repasser un peu dessus et cette goutte va venir s'écouler dans la nouvelle bande qu'on vient de poser. Il faut imaginer qu'on fait couler notre lavis vers le bas. S'il ne coule pas, c'est qu'on n'a pas assez d'eau. Et le secret, c'est de bien gérer cette goutte. Il faut qu'elle soit bien alimentée, certes, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit trop énorme, sinon elle va se déverser de manière un peu brutale et incontrôlée dans la bande suivante, ce qui va créer des mouvements de liquide et de pigments un peu aléatoires et donc des irrégularités. Ces irrégularités, elles se verront peut-être pas tout de suite quand la peinture est mouillée, mais elles apparaîtront au moment du séchage. Et c'est souvent ce que me rapportent mes élèves, ils mettent plein de liquide par peur d'en manquer et au moment de peindre ils ont l'impression que tout se passe bien et puis quand la peinture sèche ils voient plein d'imperfections apparaître dans leur lavis et ça c'est parce qu'il s'est produit des mouvements d'eau et de pigments irréguliers pendant le travail. En plus de ça, si la goutte est trop importante, il y a aussi le risque qu'elle déborde d'un seul coup comme ça. Donc cette goutte, il faut la surveiller. Si elle n'est pas assez grosse, il faut l'alimenter. Et si elle prend trop de volume, il est possible de faire 1 ou 2 bandes sans recharger son pinceau et la goutte va se réduire. Ou bien, si elle est vraiment trop gênante, il est possible de la réduire en venant aspirer une partie du liquide en excès. Pour ça, il suffit d'éponger son pinceau sur un chiffon pour qu'il soit tout juste humide. Et quand on va mettre la pointe du pinceau dans la goutte, le pinceau va se comporter comme une éponge et absorber le liquide en trop. Et comme ça, on peut gérer pour obtenir une goutte de belle taille, mais pas trop énorme non plus, et on peut la faire descendre avec régularité. Pour le lavis dégradé, le principe est exactement le même, sauf qu'on va éclaircir progressivement la couleur. Et comment on éclaircit notre couleur ? Eh bien, on ajoute de l'eau dedans, tout simplement, pour la diluer. Une des erreurs que je peux voir chez certains élèves, c'est qu'ils ne diluent pas assez au début et puis tout d'un coup, ils rajoutent beaucoup d'eau. Du coup, on a une différence de dilution brutale à un endroit et ça se voit, ça donne l'effet d'une bande horizontale qui coupe le lavis en deux au lieu d'un dégradé progressif. Donc moi généralement je commence avec une couleur bien concentrée pour qu'elle soit bien intense. Ça me donne de la marge pour pouvoir dégrader en dessous parce que si je pars sur quelque chose de tout dilué dès le départ, eh ben j'aurai rien à dégrader. Comme ici avec ce bleu où j'ai commencé avec quelque chose de tellement clair que très vite je me retrouve avec du blanc.
Donc je commence avec une couleur bien concentrée, mais dès la deuxième bande, j'ajoute de l'eau dans mon mélange et je vais continuer d'en ajouter de plus en plus jusqu'à terminer sur de l'eau claire en bas. Au passage, ici, je fais une petite dédicace à mon élève Roxane Ekat qui m'avait fait part de sa difficulté à dégrader les bleus. C'est vrai que les bleus, notamment ceux qui sont foncés, sont délicats à dégrader, de même que toutes les couleurs foncées d'ailleurs. Donc Roxane Ekat, exprès pour toi, ici j'ai pris un beau bleu d'inventraine bien profond. Et le secret pour dégrader une couleur foncée et intense comme ça, c'est d'y aller vraiment progressivement et régulièrement en rajoutant de l'eau petit à petit et en évitant toute différence de dilution brutale qui se verrait aussitôt. Et pour le lavis panaché, c'est toujours le même principe, on continue de faire descendre notre goutte, sauf que cette fois, on doit passer d'une couleur à une autre. Donc on commence avec notre première couleur pure tout en haut, et à mesure qu'on descend, on ajoute un peu de la deuxième couleur dedans, pour terminer avec notre deuxième couleur pure en bas. Ici, l'erreur classique que je vois beaucoup, c'est de ne pas y aller assez progressivement et d'avoir des changements de couleur trop soudains. Par exemple, sur ce lavis panaché rose et bleu, je suis trop timide au début et je n'ajoute pas assez de bleu dans mon rose, donc mon changement de couleur ne s'opère pas. Et arrivé vers le milieu du lavis, je panique un peu parce que je n'arrive pas à faire la transition vers le violet. Donc je rajoute beaucoup de bleu d'un coup pour obtenir du violet. Et ce qui se passe, c'est que j'ai une différence de couleur trop importante entre mon rose et mon violet. Forcément, ça se voit parce que ça coupe mon lavis d'une bande horizontale. Un peu plus loin, je répète la même erreur parce que je me rends compte que j'ai plus beaucoup de place pour faire la transition vers le bleu. Donc je prends d'un seul coup du bleu quasiment pur et la transition entre le violet et le bleu est trop brutale. Au final, au lieu d'avoir un beau dégradé comme j'ai pu obtenir pour le lavis à droite, mes couleurs se retrouvent compartimentées les unes sous les autres. Donc le secret ici, c'est comme pour le lavis dégradé, il faut y aller progressivement, mais franchement et régulièrement, en dosant l'ajout de la seconde couleur dans la première. Donc voilà très rapidement la technique et les recommandations de base pour obtenir des lavis uniformes, dégradés et panachés. Ça semble simple, hein, et pourtant quand mes élèves essayent la première fois, les stries frappent, et je crois qu'on est tous confrontés à ça quand on débute l'aquarelle. Du coup maintenant je vais passer en revue les 10 clés que j'ai pu identifier pour tenir les stries en respect et bien réussir ces lavis. Clé numéro 1, préparer assez de peinture avant de commencer. Vous avez peut-être noté que quand j'ai fait mes lavis, j'avais de belles piscines de couleurs sur ma palette. C'était pas juste parce que j'adore inonder ma palette, c'était voulu parce que c'est très important. Quand on démarre un lavis, il faut pouvoir le terminer en une seule fois sans l'interrompre. Si vous vous interrompez en plein milieu pour repréparer de la couleur, le temps que vous le fassiez, votre lavis aura déjà commencé à sécher et vous aurez une ligne horizontale qui va se créer à l'endroit où vous l'avez laissé en attente. En plus de ça, c'est très difficile d'obtenir exactement la même dilution ou la même teinte si vous créez une couleur par mélange, et forcément la différence de dilution ou de teinte se verra. Et puis, comme je vous ai dit, la goutte qui se forme en bas du lavis, c'est notre ligne de survie, donc il faut pouvoir l'alimenter dès qu'il y a besoin, et ça c'est impossible quand on n'a que 3 petites gouttes sur sa palette. Le pire, c'est de ne pas préparer du tout de peinture et d'y aller en prenant direct de la peinture au godet comme ça. Là, la peinture est beaucoup trop sèche, on n'a pas du tout de gouttes et en faisant ça, on obtient les pires lavis striés possibles. Donc avant de commencer un lavis, c'est primordial de se préparer suffisamment de peinture pour pouvoir couvrir toute la zone qu'on veut couvrir en une seule fois. D'ailleurs, il vaut mieux en préparer plus que ce dont on pense avoir besoin plutôt que d'en manquer en cours de route. Et je me permets d'insister là-dessus parce que même quand je le dis, certains de mes élèves ne réalisent pas tout à fait les quantités de peinture qu'il faut prévoir au début, ce qui est un petit peu normal quand on n'a jamais fait. Mais après quelques lavis interrompus en plein milieu, ils commencent à se rendre compte de la quantité de peinture qu'il est nécessaire de préparer en amont pour être à l'aise. Clé numéro 2, utiliser le plus gros pinceau possible. Pour pouvoir faire son lavis aisément, il faut utiliser un pinceau suffisamment gros qui couvre le plus de surface de papier possible pour faire un minimum de gestes et qui amène une belle quantité d'eau sur la feuille pour garder la goutte vivante. Si le pinceau est trop petit pour la surface à couvrir, comme c'est le cas sur la vidéo, ça va être impossible de faire des bandes en une seule fois. Comme un petit pinceau contient moins d'eau, ce sera plus difficile d'alimenter la goutte et il faudra constamment aller recharger le pinceau. Donc ce ne sera pas aussi fluide, on aura des interruptions et tout ça va jouer à la fin sur l'uniformité du lavis. Même si ça ne se voit pas forcément toujours quand la peinture est mouillée, ces disruptions vont devenir visibles une fois la peinture sèche.
Donc le conseil, c'est d'utiliser le plus gros pinceau qu'il vous est confortable d'utiliser en fonction de la surface de papier à couvrir. Ici, par exemple, pour un rectangle d'environ 13 par 16 cm, j'utilise un bon pinceau aquarelle bien absorbant qui fait autour de 8 mm de diamètre. Il est suffisamment gros pour la surface à couvrir, mais pas au point que je sois gênée quand j'ai besoin d'un peu plus de précision, par exemple si je veux suivre proprement le contour de mon rectangle. Clé numéro 3, travaillez vite avec régularité. Quand on fait un lavis, il faut travailler relativement vite pour pouvoir faire descendre la goutte avant que ça sèche. Ça ne veut pas dire travailler dans le stress, mais il faut faire descendre son lavis de manière régulière, une bande après l'autre, sans trop s'interrompre. Là par exemple, je vous montre ça à vitesse réelle pour que vous voyez à quel tempo je descends. Donc vous voyez que je ne suis pas en stress, mes gestes sont calmes, je prends le temps d'aller recharger mon pinceau quand il faut et de faire les choses bien, mais je ne m'arrête pas. Je continue à faire descendre ma goutte avec régularité, sans lui laisser le temps de sécher ne serait-ce qu'un petit peu. Si vous vous arrêtez pour faire je ne sais quoi, comme repréparer de la peinture, regarder votre téléphone pour répondre à vos messages, aller chercher quelque chose dans un placard, ou tout simplement si vous mettez trop de temps à aller rechercher de la peinture avec votre pinceau et à faire vos bandes, et si en plus de ça vous n'alimentez pas suffisamment votre goutte, votre lavis va commencer à sécher et ça va créer une ligne à l'endroit où vous vous êtes arrêté. Pire, ça peut même créer une auréole quand vous reprendrez si votre lavis est à moitié sec, à moitié humide et que la peinture liquide que vous venez poser en dessous commence à remonter par capillarité dedans. Donc il faut garder le rythme depuis le haut du lavis jusqu'en bas. Un autre souci qui peut se créer si vous ne travaillez pas assez vite, c'est que même si la goutte ne sèche pas complètement, les pigments vont commencer à se déposer sur le papier à l'endroit où la goutte reste en attente et ça va créer une marque au moment de faire la bande suivante. Ça se voit notamment beaucoup avec les couleurs granulantes qui contiennent des pigments un peu plus lourds qui se déposent encore plus rapidement. C'est le cas pour les couleurs de terre, type terre de sienne et terre d'ombre, les couleurs de type cobalt et pour les bleus outre-mer par exemple, qui sont toutes des couleurs qu'on retrouve classiquement sur les palettes de débutants. Avec ce type de couleur, si vous laissez trop longtemps votre goutte en attente, les pigments plus lourds vont commencer à retomber et à se déposer dans les creux du papier et quand vous reprendrez le travail, vous aurez une marque à cet endroit-là. Ça se produira d'autant plus que vous utiliserez ces couleurs très diluées parce que la granulation augmente quand les couleurs sont très diluées. Si jamais ça se produit, ce que vous pouvez faire, c'est repasser un coup de pinceau sur cette marque en ajoutant la bande suivante. Ça va remettre en suspension les pigments qui s'étaient déposés et effacer un peu ça. Et vous pouvez faire la même chose pour des couleurs non granulantes si vous voyez que la goutte en attente a laissé une marque, mais l'idéal c'est de travailler assez vite pour limiter ça. Clé numéro 4, recharger son pinceau régulièrement. Toujours dans cette idée de conserver notre ligne de survie, c'est-à-dire une belle goutte dans le bas et de garder une consistance de la peinture constante du début à la fin du lavis, il faut penser à recharger régulièrement son pinceau avant de venir ajouter de nouvelles bandes. Je conseille à mes élèves de recharger le pinceau à chaque bande pour être sûr de maintenir la goutte en bas du lavis et de conserver la même dilution, sauf si la goutte accumulée est vraiment très généreuse comme on l'a vu un peu avant. Dans ce cas, on peut se permettre de faire 2 ou 3 bandes d'un seul coup, mais attention à ne pas se laisser emporter, c'est vite fait de croire qu'on peut continuer à descendre comme ça sans repasser par la palette, jusqu'au moment où on commence à ne plus avoir de gouttes. Et là, quand on revient avec un pinceau rechargé à nouveau, on amène d'un seul coup beaucoup de liquide en dessous d'un lavis un petit peu asséché, et bim, la différence d'humidité crée une marque. Pire, ça peut créer une auréole si le liquide commence à remonter dans le lavis par capillarité. Et peut-être que quand la peinture est mouillée, vous ne verrez pas trop que c'est un problème, mais au moment du séchage, les stries vont se révéler. Donc pour éviter d'avoir trop de différence d'humidité comme ça, pensez à recharger votre pinceau très régulièrement, même si ça vous paraît scolaire. Clé numéro 5, travaillez avec une peinture fluide de dilution constante. Un autre problème que je peux voir chez certains débutants, c'est qu'ils travaillent avec une peinture trop épaisse. Pour que le lavis coule tranquillement vers le bas et qu'une belle goutte se forme, il faut travailler avec une peinture suffisamment fluide. Ici par exemple, j'ai fait une peinture très épaisse. On voit qu'elle est épaisse parce que la couleur est très intense et foncée et surtout quand je la pose sur mon papier, la goutte ne veut pas se former ou difficilement. Il faut vraiment que je l'alimente énormément pour en avoir une et si j'essaye de faire mon lavis avec ça, j'obtiens des gros pâtés parce que la peinture n'est pas suffisamment fluide pour s'écouler et s'uniformiser.
Alors souvent dans les lavis de débutants que je vois, c'est pas aussi évident. Il y a des parties plutôt fluides et puis à certains endroits il y a comme des pâtés. Ça veut dire qu'il y a des variations dans la dilution de la peinture qui se sont produites au cours du lavis. Ça peut venir du fait que la personne a commencé avec une peinture assez épaisse et puis d'un coup elle est allée tremper son pinceau dans le pot à eau et là elle se retrouve avec une peinture un petit peu plus diluée, donc ça crée une variation dans la fluidité de la peinture. Ou bien ça peut aussi venir du fait que sur la palette il y a une partie de la piscine de peinture qui a commencé à sécher dans un coin et qui est un peu plus épaisse, alors que de l'autre côté le pinceau qu'on a trempé dans le pot à eau a dilué la peinture un petit peu plus. Donc mon conseil, c'est de bien remélanger la piscine de peinture régulièrement quand vous rechargez votre pinceau pour éviter ces différences de fluidité. Ça évitera aussi que certains pigments ne se désolidarisent sur la palette, comme ça peut se produire avec certaines couleurs qui ont tendance à se séparer si on ne les remélange pas régulièrement. Clé numéro 6, aspirer la goutte à la fin. Quand on arrive à la fin d'un lavis, si on a bien fait les choses, on a une belle goutte accumulée en bas. C'était notre ligne de survie, on l'aime cette goutte et on est peut-être triste à l'idée de lui dire au revoir. Après tout, on a fait en sorte de l'alimenter avec amour tout au long du processus. Oui, mais si on la laisse là, la traîtresse se transforme en kamikaze au moment du séchage. Quand le lavis au-dessus d'elle va commencer à sécher, elle va insidieusement remonter dedans par capillarité et créer une belle grosse auréole. Alors il faut à tout prix l'éradiquer pour l'empêcher de faire ça, cette petite perfide. Et comment faire? Il suffit de bien éponger son pinceau sur un torchon ou une serviette et de mettre ensuite la pointe dans la goutte pour l'absorber. Il ne faut pas hésiter à recommencer plusieurs fois et quand on utilise de l'adhésif de masquage, il faut bien passer sur la jonction entre l'adhésif et le papier en appuyant légèrement avec le pinceau pour s'assurer qu'il n'y a pas de liquide qui reste pris à cet endroit-là. Et voilà, plus de gouttes déloyales prêtes à ruiner notre lavis, il peut sécher tranquillement. Clé numéro 7, éviter de retoucher son lavis. Une autre chose qui peut causer des stries, c'est ce que j'appelle le bidouillage. C'est tentant quand on débute d'essayer de retoucher le haut d'un lavis quand on a l'impression que c'est pas parfait. Alors déjà, il faut oublier la perfection. Ce n'est pas grave d'avoir quelques imperfections dans un lavis. Souvent quand on regarde un lavis, on se dit qu'il est plein d'imperfections et puis quand on rajoute des détails par-dessus pour faire une peinture complète, on ne voit même plus les petites imperfections. Dans ce lavis magenta, par exemple, vous voyez qu'on perçoit quelques lignes dues au passage du pinceau, mais c'est ce que j'appelle les imperfections normales d'un lavis, entre guillemets, et globalement, il est propre. Donc ne vous mettez pas la pression du lavis parfait, et il vaut mieux avoir quelques petites imperfections et laisser la peinture travailler toute seule et s'uniformiser tranquillement, plutôt que d'aller faire des retouches pour essayer d'obtenir quelque chose d'hyper parfait, parce que ça ne va faire qu'empirer les choses en fait. Si votre lavis a déjà commencé à sécher vraiment, vous risquez de créer des auréoles, et même s'il est encore un peu mouillé, en revenant avec votre pinceau, vous risquez de créer des marques. Si votre pinceau est plus sec que le lavis, il va faire éponge et absorber des pigments, donc vous allez créer des marques plus claires. Et si vous revenez avec de l'eau, là c'est la cata, vous allez diluer votre couleur et l'eau va repousser les pigments qui sont en train de se poser sur le papier, donc ça va créer ce qu'on appelle des marques d'eau. Et si vous revenez avec un pinceau gorgé de peinture, vous allez faire des pâtés. En gros, quoi que vous fassiez, ça va créer des irrégularités parce que vous allez déranger les pigments en train de se poser. En plus, vous allez brosser le papier, donc il y aura un espèce d'effet frotté et pas frais à la fin. Donc une fois qu'on a posé sa couleur, on résiste à la tentation de bidouiller, de revenir sur les bandes d'au-dessus, d'aller retoucher des trucs ici ou là. Souvent, le mieux, c'est l'ennemi du bien en aquarelle. Éventuellement, la chose qu'il est possible de faire pour aider la peinture à s'uniformiser si elle a un peu de mal, c'est de mettre son support carrément à la verticale pendant un moment et ça va aider la peinture à descendre toute seule. Mais il faut surtout retenir sa main et son pinceau. Clé numéro 8, essayez différentes tenues de pinceau. Jusqu'à tout récemment, j'ai toujours fait mes lavis en mettant la brosse de mon pinceau à la verticale comme ça pour pouvoir guider la pointe le long de ma ligne et couvrir le plus de surface de papier possible avec la brosse. Intuitivement, je me disais que ça devait contrecarrer l'effet des stries horizontales puisque la brosse est dans le sens vertical. Ça fonctionnait pour moi, donc je me suis pas posé plus de questions. Mais j'avais des élèves qui suivaient toutes les recommandations que j'ai mentionnées jusqu'ici et qui obtenaient pourtant des bandes dans leur lavis. Alors pas des choses aussi évidentes que des stries, mais plutôt comme des petites vaguelettes et des irrégularités. Ça se produisait le plus souvent sur des lavis panachés parce que comme on change la couleur au fur et à mesure, la différence entre les bandes est plus visible.
Je me disais qu'ils utilisaient peut-être une peinture trop épaisse qui avait du mal à descendre, ou bien qu'ils laissaient trop longtemps leur goutte en attente et que des pigments commençaient à imprégner le papier. Et puis, il y a peu, j'ai voulu faire un lavis panaché pour tester la qualité de la peinture d'une nouvelle palette. Et là, surprise, j'avais tout bien fait comme d'habitude et au séchage, j'ai vu ces petites vaguelettes apparaître. Évidemment, là, j'ai commencé à chercher pourquoi ça se produisait. Je n'ai trouvé aucune explication nulle part dans les bouquins et les tutos que j'ai visionnés, donc je me suis acharnée à faire et refaire des lavis panachés pour essayer de comprendre ce qui induit ça. Et maintenant, je suis assez convaincue que c'est dû à la manière dont le liquide bouge sur le papier et dont les pigments se déposent. Ce que j'ai découvert, c'est que de tenir le pinceau avec la brosse à la verticale comme ça peut engendrer plus d'irrégularités dans les mouvements d'eau et de pigments. C'est un petit peu difficile d'expliquer pourquoi, mais mon ressenti, c'est que ça oblige à frotter un peu la brosse du pinceau sur le papier, comme si ça la rebroussait légèrement, et ça fait que l'eau et les pigments ne s'écoulent pas forcément de manière très homogène de la brosse. Alors parfois, quand on peint à l'intérieur d'une forme un peu complexe, on est un peu obligé de tenir le pinceau comme ça à certains moments pour pouvoir suivre proprement le contour de la forme. Mais depuis que j'ai commencé à réfléchir là-dessus, j'ai aussi commencé à mettre mon pinceau avec la brosse à l'horizontale comme ça, dès que j'ai la possibilité de le faire. En faisant des recherches, j'ai remarqué que la plupart des aquarellistes le tiennent comme ça dans les tutos sur les lavis. Intuitivement, je me serais dit que ça accentuerait les stries horizontales, mais c'est l'inverse qui se produit. J'obtiens des lavis plus uniformes et les problèmes de vaguelettes ont disparu. Forcément, quand on fait des bandes en tenant le pinceau comme ça, on va dans le sens du poil de la brosse, si je peux dire. Il n'y a pas de phénomène de rebroussement, donc je pense que l'eau et les pigments s'écoulent de manière plus naturelle et homogène de la brosse. Le seul désavantage de ça, c'est que c'est plus difficile de ne pas déborder quand on veut peindre dans un cadre. Il faut refermer les côtés avec la pointe du pinceau. Parfois, quand on est en condition de peinture réelle et qu'on doit peindre à l'intérieur d'une forme complexe, c'est vraiment compliqué d'y aller avec la brosse à l'horizontale. Et si vous travaillez avec de l'adhésif de masquage, il faut éviter de trop déborder dessus, sinon vous risquez de vous retrouver avec de grosses gouttes qui vont se mettre à couler sur les côtés. Mais globalement, pour de grands lavis dans des formes simples comme des carrés ou des rectangles, ça aide à réduire les phénomènes de vaguelettes et de stries. J'ai aussi vu des tutos où les personnes font descendre leur lavis avec des petits mouvements verticaux comme ça. Au début, je me disais que c'était un peu tiré par les cheveux, mais en essayant, je me suis rendu compte que c'est pas si mal parce que ça permet de faire descendre tranquillement la goutte de manière assez régulière en évitant les gros mouvements de liquide. Et ça permet de repasser avec un mouvement vertical sur la goutte restée en attente, donc de remettre un peu en mouvement les pigments qui auraient pu commencer à se déposer et d'effacer un peu une éventuelle ligne qui pourrait être en train de se créer. Donc si vous avez des irrégularités qui persistent dans vos lavis malgré toutes les astuces précédentes, je vous conseille de tester différentes tenues du pinceau, en mettant notamment le pinceau avec la brosse à l'horizontale ou en faisant descendre la goutte avec des mouvements verticaux pour voir s'il y a une position avec laquelle vous êtes plus à l'aise et qui vous permet de faire descendre votre goutte en dérangeant la peinture le moins possible. Clé numéro 9, avoir un toucher léger. Une autre chose assez subtile qui est liée au fait de bien utiliser son pinceau, c'est d'avoir un toucher léger, c'est-à-dire qu'il ne faut pas appuyer sur son pinceau. Je pense que certaines personnes ont l'impression de ne pas appuyer, mais en fait elles appuient déjà quand même trop. Il faut que le pinceau glisse sur le papier comme une caresse ou comme un souffle d'air. C'est comme ça que l'eau et les pigments s'écoulent le plus naturellement et sans être dérangés quand ils arrivent sur le papier. Si vous appuyez, même un peu, ça risque de laisser des marques parce que ça va chasser l'eau et les pigments vers les bords de la brosse. Ils auront plus de mal à se poser au centre de la bande puisque le pinceau va appuyer à cet endroit-là et du coup ça va créer des bandes plus claires au centre et plus foncées sur les côtés. Ce sera pas forcément de grosses stries hyper évidentes, mais une fois le lavis sec, ce sont des irrégularités qui se verront. Donc mon conseil, c'est vraiment de caresser son papier avec douceur et légèreté. Dernière clé pour se faciliter la vie et les lavis, c'est d'utiliser du papier 100% coton et pas du papier cellulose bon marché. Si vous n'êtes pas convaincu par ça, allez voir ma vidéo qui s'intitule « Quel papier aquarelle choisir ?». J'y montre les différences entre le papier coton et le papier cellulose et j'explique pourquoi c'est plus simple de travailler sur du papier 100% coton. Ici, rapidement, je dirais juste que sur le papier cellulose, il y a plus de risques d'auréoles et d'irrégularités, les marques de pinceau se voient plus et le mélange des couleurs est plus délicat pour les lavis panachés.
Là sur l'image, vous pouvez voir deux lavis réalisés sur du papier cellulose. Le lavis uniforme bleu à gauche n'est pas si mal, mais il n'est pas non plus super propre. On a des marques verticales dues aux écoulements de la peinture pendant le lavis. Et le lavis panaché à droite, c'est vraiment la catastrophe. Pour le coup, le phénomène de vaguelette dont j'ai parlé plus tôt dans la vidéo est vraiment très accentué. Qu'on se comprenne bien, ce n'est pas impossible de réaliser des lavis parfaitement uniformes sur ce type de papier. La preuve, voilà des lavis que j'ai réalisés sur du Canson Montval, l'un des papiers 100% cellulose vers lequel se tournent beaucoup de débutants en aquarelle, et moi la première puisque c'est le premier papier que j'ai acheté. À gauche, j'ai mis mon pinceau avec la brosse à l'horizontale et à droite, j'ai mis le pinceau avec la brosse à la verticale. Et vous voyez que le lavis de gauche est vraiment bien réussi. Donc c'est possible d'obtenir un beau lavis comme ça sur du papier cellulose, mais c'est plus difficile. En gros, toutes les erreurs que j'ai listées dans cette vidéo se retrouveront accentuées sur ce type de papier. Et ici, c'est clair que d'avoir mis le pinceau avec la brosse à la verticale pour le lavis de droite a suffi à causer plus d'irrégularités qui sont tout de suite ressorties. Je vous conseille aussi de vous tourner vers un papier à grains fins parce que sur les papiers à grains satin qui sont donc lisses, l'eau et les pigments restent plus en surface, donc les couleurs se distribuent de manière moins homogène et les coups de pinceau ont tendance à se voir plus, donc ils pardonnent moins que les papiers à grains fins et quand on débute, il vaut mieux les éviter. Et même parmi les papiers 100% coton, il y en a des plus capricieux que d'autres. J'ai eu notamment des élèves qui m'ont dit avoir des difficultés sur le papier Canson Héritage. Ils avaient du mal à obtenir une belle goutte sur ce papier, comme s'ils buvaient les liquides. Personnellement, j'ai jamais ressenti ça, mais c'est sans doute parce que je suis habituée à alimenter ma goutte et à gérer l'humidité dans mon pinceau. Par contre, j'ai remarqué que ce papier fait plus facilement ressortir les stries et les diverses irrégularités, comme s'il était un petit peu plus sensible. Ça peut venir de la texture ou bien de la manière dont le papier a été fabriqué ou traité en surface. En tout cas, chaque papier a ses particularités et ça peut être bien d'en tester plusieurs pour voir si l'un vous convient mieux que l'autre. Les papiers que j'ai testés et identifiés comme étant des papiers faciles pour les débutants sont le papier Winsor & Newton que j'utilise tout au long de ma formation aquarelle débutant, le papier Arches, certes cher mais vraiment au top, et le papier Fabriano Artistico. Un autre papier pas mal qui fait partie des papiers 100% coton les moins chers que je connaisse, c'est le papier Expression de la marque Hanemühle. J'ai fait pas mal de lavis dessus pour préparer cette vidéo et j'ai aussi fait 2 peintures complètes. Il se comporte vraiment bien, donc je peux le recommander si vous cherchez un papier 100% coton pas trop cher pour débuter. Pour terminer cette vidéo, je voudrais évoquer en bonus une question qui m'a été posée pas mal de fois par des élèves pratiquant les lavis. Ces personnes voient de minuscules points blancs apparaître dans leur lavis pendant le séchage et me demandent d'où ça vient et qu'est-ce qu'elles ont fait de mal. Et ben en fait, elles ont rien fait de mal du tout. J'ai eu moi-même le cas pas mal de fois et j'ai remarqué que ça se produit avec des couleurs ayant un fort pouvoir teintant, comme par exemple les phtalos bleus et turquoise, certains rouges ou magenta très intenses, certains bleus foncés et profonds comme le bleu d'Inde d'entraîne, le bleu de Prusse ou le bleu indigo, et aussi des couleurs de type périlène. Plus la couleur est foncée et plus ça se voit. Là par exemple à l'écran, j'ai un beau cas de bleu d'Inde d'entraîne qui semblait parfaitement lisse et homogène quand la peinture était mouillée, mais dans lequel ces points blancs sont apparus partout pendant le séchage. On me demande souvent si c'est de la granulation et ce n'est pas le cas. La granulation n'a pas du tout le même aspect. Pour vous montrer la différence, ici j'ai fait un arbre bicolore. J'ai rempli la moitié gauche avec du turquoise de phthalo de Sennelier, une couleur où j'ai régulièrement ce phénomène de point blanc mais qui est non granulante. Et à droite, j'ai utilisé de l'apatite bleue véritable de Daniel Smith, une couleur extrêmement granulante. Si je zoome pour vous montrer ça de près, vous voyez que ça n'a pas du tout le même aspect. Dans la partie gauche, il y a vraiment des petits points blancs minuscules, comme des petites têtes d'épingle blanches, et je trouve que ça donne un aspect un petit peu desséché à la couleur, alors qu'à droite, la granulation forme une texture vraiment incroyable, avec des sortes de veines et de cratères. Alors ça, c'est une couleur vraiment très granulante et en plus j'ai ajouté dedans du médium de granulation pour amplifier le phénomène et pouvoir vous montrer ça. Mais ici par exemple, j'ai de nouveau mon bleu d'Inde d'entraîne à gauche avec ces petits points blancs en tête d'épingle qui sont apparus dedans. Et à droite, j'ai du bleu outre-mer, une couleur qui granule légèrement. Donc vous voyez que la granulation est loin d'être aussi apparente que pour l'apatite bleue, mais on repère quand même cette texture très organique qui fait comme des petites veines et des petits cratères.
et ça n'a pas du tout le même aspect que les points blancs. J'ai beaucoup cherché partout sur le net pour trouver une explication à ça. J'ai pas l'explication scientifique de pourquoi ça fait ça à vous donner, mais ce qui ressort après avoir croisé pas mal d'informations et retours sur divers forums, c'est que ça a à voir avec la taille des particules d'aquarelle. Les couleurs ayant un fort pouvoir teintant ont en commun le fait d'être constituées de pigments très fins qui adhèrent fortement aux fibres du papier, et cette propriété semble mal se conjuguer avec la manière dont les papiers aquarelles sont traités, et notamment avec ce qu'on appelle en anglais le surface sizing ou encollage en surface. Les papiers aquarelles sont souvent traités en surface pour éviter que les couleurs ne soient complètement absorbées dans les fibres du papier, auquel cas on aurait un effet buvard et des couleurs toutes pâles à la fin, et il semblerait que les couleurs ayant des particules très fines ne s'accommodent pas très bien de ce traitement de surface. Sur certains papiers c'est pire que sur d'autres, mais ça se produit sur plein de marques de papier différents. Personnellement, à part quand je veux faire des lavis uniformes comme ça pour m'entraîner, ça me dérange pas plus que ça. Dans une peinture complète, au milieu de tous les autres détails, je trouve que ça ne se voit pas vraiment et je considère que ça fait partie de l'aquarelle. Mais en fonction de votre style, si vous souhaitez faire des aplats de couleurs très purs et uniformes pour de l'illustration par exemple, ça peut vous poser problème. Alors comment l'éviter? Eh ben malheureusement c'est pas simple. J'ai lu que des personnes font tremper leur papier et le brossent avec un pinceau pour retirer le traitement de surface, puis le laissent sécher complètement avant de l'utiliser. Ça peut aider, mais c'est pas une garantie de se débarrasser totalement des points blancs. En plus de ça, ça abîme un peu le papier, et une fois le traitement de surface enlevé, fatalement les couleurs sont absorbées dans les fibres du papier, ce qui fait qu'à la fin elles sont moins éclatantes. Il y a aussi l'option de tester différents papiers parce que le phénomène est plus fort sur certains papiers que sur d'autres. Sur le Winsor & Newton par exemple c'est assez fort, surtout sur l'envers du papier. Sur le Fabriano Artistico ça dépend des lots, sur certains lots de papier ça me le fait et pas sur d'autres. Donc c'est un petit peu compliqué parce que le papier parfois c'est un peu la loterie, en fonction des lots ils se comportent pas tout à fait pareil. La seule solution qui fonctionne à 100% c'est de ne pas utiliser des couleurs ayant des pigments très fins. De ce que j'ai lu, en éliminant les couleurs ayant des particules inférieures à 0,5 micromètres, on évite ce phénomène. J'ai trouvé un lien vers une page qui donne la taille des différents types de pigments aquarelles. Je demanderai à Pete de vous le mettre en description. Malheureusement, la page est en anglais, mais c'est pas trop difficile à comprendre puisque sur la gauche, on a la taille en micromètres et à droite, les familles de pigments dont les noms sont assez similaires en français et en anglais. Mais le plus simple, c'est peut-être de tester vos couleurs en fait, et si certaines ont tendance à créer ce genre de phénomène et que ça vous dérange, eh ben éliminez-les tout simplement de votre palette et cherchez des couleurs équivalentes qui ne font pas ça. Il y a aussi des élèves qui m'ont relaté des problèmes de taches blanches qui repoussent la peinture, peu importe le nombre de fois où ils ou elles repassent dessus avec leur pinceau. J'ai eu le cas moi aussi, et là encore si ça vous arrive, sachez que ce n'est pas de votre faute. Ça, c'est dû à des irrégularités dans le traitement de surface du papier. Certains papiers sont pires que d'autres, et notamment les moins chers. J'ai plus tendance à observer ça sur un papier comme le Hahnemühle Expression dont je parlais un peu plus tôt et que je range dans la catégorie des papiers 100% coton pas cher. Mais ça m'est arrivé d'avoir ça aussi sur du papier Winsor & Newton ou sur du Canson Héritage. Là encore, c'est un peu la loterie. J'imagine que les fabricants ont plusieurs machines dans leur fabrique et en fonction des lots, on peut avoir des disparités dans la qualité et le traitement de surface des papiers d'une même marque. Les aquarellistes s'en plaignent un peu partout sur la toile et malheureusement là il n'y a pas trop de solutions à part acheter son papier en petite quantité pour ne pas perdre trop d'argent si un lot s'avère être de très mauvaise qualité. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ces phénomènes qui peuvent créer des imperfections dans les lavis. Si vous les voyez apparaître, vous saurez que c'est pas de votre faute et ça vous évitera de vous arracher les cheveux à essayer de solutionner un problème qui ne vient pas de vous. Alors, il est temps de récapituler un petit peu tout ça. Pour obtenir de beaux lavis, la base c'est d'avoir une belle goutte en bas de la bande et de la faire descendre tranquillement avec régularité en la gérant bien, donc en l'alimentant ou en aspirant les excédents de liquide si besoin pour qu'elle reste vivante mais qu'elle ne se déverse pas de manière incontrôlée dans les bandes suivantes. Pour les lavis dégradés et panachés, il faut faire attention aux différences de dilution ou au mélange de couleurs trop soudain, il faut toujours y aller progressivement. Pour avoir toujours cette belle goutte en bas de son lavis, il y a 5 premières clés auxquelles il est nécessaire de faire attention. Il faut se préparer suffisamment de peinture avant de commencer, utiliser le plus gros pinceau possible, travailler vite avec régularité, recharger régulièrement son pinceau,
et travailler avec une peinture fluide de dilution constante. Ensuite, pour éviter qu'une grosse auréole se forme en bas de son lavis, il faut penser à aspirer la goutte à la fin. Et il faut aussi éviter de retoucher son lavis pour ne pas créer encore plus d'irrégularités. Pour venir à bout des stries les plus subtils, il faut aussi faire attention à la manière dont vous utilisez votre pinceau pour que l'eau et les pigments s'écoulent sur le papier de manière fluide et homogène. Vous pouvez essayer différentes tenues de pinceau, notamment avec la brosse à l'horizontale quand c'est possible. Et quelle que soit la tenue de pinceau que vous adoptez, il faut toujours avoir un toucher léger et éviter d'appuyer sur le pinceau. Et enfin, la dernière clé qui permet de se faciliter la vie, c'est d'utiliser un papier aquarelle 100% coton à grains fins. Ça, je ne le répéterai jamais assez. Pour terminer, si vous voyez des petits points blancs apparaître dans vos lavis pendant le séchage et que vous ne supportez pas ça, pensez à l'astuce bonus et évitez d'utiliser des couleurs avec des pigments très fins. Et si vous avez des taches blanches qui repoussent l'eau, changez de papier ou bien achetez un autre lot. Si vous appliquez tous ces conseils, vous devriez venir à bout de toutes les vilaines stries et irrégularités qui s'invitent dans vos lavis. Faites-moi savoir en commentaire si vous avez trouvé ces conseils utiles et si vous vous êtes reconnu dans l'une ou l'autre de ces erreurs. Moi, je sais que je les ai toutes faites en débutant l'aquarelle, de la première à la dernière. Et enfin, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like à la vidéo si vous l'avez aimée et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse sur un petit message de Pete et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Si tu as l'habitude de copier des dessins ou des photos et que tu voudrais vraiment tester ton niveau en dessin, tu peux cliquer sur ce lien ici ou le lien qu'il y a en dessous de la vidéo et tu vas pouvoir tester tes bases de façon sérieuse. Tu trouveras aussi un deuxième lien en description qui te permettra de télécharger mon mini-guide sur la perspective et ça va te permettre de commencer à apprendre vraiment les bases. A plus!